Bonjour à vous qui nous rejoignez, bonjour à vous qui nous retrouvez. On est toujours au sommet du digital. On tient tant bien que mal ce plateau malgré les interruptions intempestives des uns et des autres. Et on va essayer de continuer en parlant maintenant de la neutralité du web, qui est un sujet dont on entend énormément parler, en particulier ces derniers temps. Pour ce faire, je suis entourée de Jean-Michel Billot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une véritable sommité dans ces sommets. Elle en sera peut-être quelque chose. Je travaillais dans une banque. C'est ça, c'est un peu ça, puisque vous êtes quand même fondateur de l'atelier BNP Paribas, donc il y a de ça. Mais vous êtes surtout un des pionniers de l'Internet français. Oui. Et on m'a dit que vos multiples interventions pour accélérer l'adoption de l'Internet, vous avez d'ailleurs valu d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur. C'est exact. Information fiable, bien. À vos côtés, Xavier Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Digital and Marketing Officer d'OVH. En français, vous êtes à la tête d'OVH. Pas tout à fait, mais pas vraiment. Bon, il y en a d'autres qui n'apprécieraient pas, mais voilà. Le groupe s'impose comme un leader européen du cloud. Du cloud, notamment concurrençant un peu les GAFA, c'est l'idée? Tout à fait. Passionné par l'écosystème des startups et des startups de l'Internet, vous observez attentivement toutes ces mutations numériques. Alors, posons un peu les choses. La neutralité du web. Non, du net. La neutralité du net, et pas du web, on y viendra après. La neutralité du net, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser le spécialiste répondre. Alors, Xavier. Je ne sais pas si je suis spécialiste. Quand on se pose la question de la neutralité du web, en fait, on assimile souvent finalement à la question de est-ce que les opérateurs peuvent discriminer des services, l'un ou l'autre des services. En fait, le vrai sujet derrière, c'est surtout de savoir si une start-up aujourd'hui ou un nouveau service qui naît, il a les mêmes conditions favorables pour finalement développer ses services sur l'Internet, d'une manière générale, dans l'écosystème digital. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des freins, finalement, derrière, face aux gros GAFA, mais pas seulement, pour se développer. Tout le monde a le même accès. Parce qu'à la fin de l'histoire, effectivement, un réseau est un réseau et que tout le monde a le même accès derrière et aboutit dans une maison, dans une entreprise, etc. L'accès au même prix. Au même prix, sans différenciation, discrimination. C'est un principe fondateur de l'Internet. C'est un principe fondateur. Et qui est actuellement remise en question. Par Trump, notamment. Alors, et Orange qui voudrait naturellement faire la même chose, parce qu'ils veulent gagner des sous, les mecs. Oui. Donc ils ont investi dans des réseaux. Et puis alors, il y a, par exemple, moi je suis abonné à Netflix, donc quand je prends Netflix, il y a un débit qui passe sur les réseaux qui est très important, et qui bouffe une partie des réseaux. Donc les opérateurs voudraient que les Netflix et autres investissent chez eux. Et les opérateurs, les GAFA et autres, ne veulent pas. Alors il y a quelques années, Apple et les autres ont réfléchi ensemble pour créer leur propre réseau. Et pour, j'allais dire, mettre à la poubelle les réseaux américains traditionnels. Oui. Bon, alors ça ne s'est pas fait, ça va peut-être se faire, on ne sait pas. Reste que le 14 décembre dernier, la Commission fédérale des communications a mis fin aux États-Unis à la neutralité du net. Qu'est-ce que ça risque de changer concrètement? D'abord, moi je suis contre. Oui. Ça risque de changer beaucoup de choses, mais il avait raison, lui. C'est que vous êtes une start-up qui fait des tas de trucs qui vont gêner les opérateurs, donc les opérateurs vont taxer ces services au niveau du... Et vous ne paierez plus la même chose. Ça va avoir des implications potentiellement à la fois pour les entreprises et pour les internautes. Si on prend les internautes, typiquement, ça pourrait avoir une conséquence sur les vitesses de connexion, sur l'accès aux services de musique de façon... même pour les médias, c'est ça, pour le traitement de l'information? Tout à fait. Y compris pour les données de santé, pour tout, quoi. Tout est... moi, je suis contre. J'en avais parlé sur mon Facebook et il y a des gens qui sont pour la suppression de l'Internet, de la neutralité. De la neutralité. Je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Qui sont-ils, du coup, aujourd'hui, ces opposants à la neutralité du net? C'est des gens qui n'ont pas très bien compris ce qui se passe. Très bien. Et pour les nommer? Vous allez sur mon Facebook, vous allez les trouver. C'est grosso modo, ce sont les fournisseurs. Non, c'est des gens normaux. C'est des gens normaux qui comprennent pas où est leur intérêt en plus. Bon, vous me direz, c'est des Français. Alors ils comprennent pas forcément tout. Aux États-Unis, non, parce que par exemple, aux États-Unis, qui sont les opposants à la neutralité du net? D'abord les États. Certains États sont contre. Oui. Le Wisconsin, etc. Et donc certaines villes, New York, qui vont mettre en place des contre-feux juridiques pour contrer le Trump. Oui.
D'ailleurs, assez rapidement après le décret du 14 décembre, c'est le Montana, le premier, qui a décidé de résister, très rapidement suivi, le lendemain, je crois, ou 48 heures après par en effet l'État de New York. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment contrer cette neutralité? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que si les gens veulent, c'est les gens qui ont le pouvoir, c'est pas Trump. Oui. Les gens et puis les entreprises, c'est-à-dire comme on le disait un petit peu, enfin on voit souvent le débat sur le côté finalement de moi qui ai accès plus ou moins à une panoplie de services chez moi, mais en fait il y a un autre débat derrière qui est comment voilà, ces startups, ces entreprises finalement accèdent elles-mêmes, c'est-à-dire elles montent un site de e-commerce, finalement ce site de e-commerce, comment est-il accessible? Comment je gagne des utilisateurs? Comment je me déploie? Est-ce que j'ai à payer plus cher pour finalement accéder à des utilisateurs? Alors que la promesse de l'Internet, finalement, c'est ça. La première promesse, c'est n'importe quel service, n'importe quel blogueur peut accéder au monde entier, j'allais dire, à l'expansion de ce marché-là. Ouais. Quand il veut, avec le même prix d'abonnement. Et est-ce que le net actuellement est vraiment neutre? Parce que je voyais par exemple en Belgique, un des opérateurs dénonçait le fait que d'autres fournisseurs d'accès avaient déjà pipé un peu les dés en restreignant l'accès, je crois que c'était sur les hotspots Wi-Fi, et du coup empêcher les concurrents d'apparaître sur les réseaux disponibles. Oui, mais ce sont des Belges. Ce sont des Belges. Non, mais c'était pas le même exemple. C'est pas le seul exemple. On verra si près des Belges, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'il faut étendre le débat. C'est-à-dire que finalement, le sujet de la neutralité, c'est autant la neutralité de l'accès, des services à l'accès, mais peut-être aussi aux réponses sur un Google, quand Google aussi se met à faire finalement Google Shopping. Ouais. Comment finalement, nous-mêmes, finalement, on vend du cloud, on est concurrent de Google, ouais. On essaie d'être référencé naturellement chez Google, donc par une simple requête cloud. On est aussi obligé de payer finalement pour se retrouver au-dessus, comment finalement on se retrouve pieds et poings liés, j'allais dire, avec ces services, et que la neutralité, elle s'étend aussi à l'accès aux smartphones, à la façon dont les services sont ou pas dans les smartphones. Elle est assez large finalement, l'accès aux services. Elle ne se limite pas juste à cette portion d'accès, que souvent on limite le débat derrière. Ouais. Et donc je reviens finalement sur le vrai sujet. Nous on essaie d'accompagner en fait chez OVH les startups. On a un programme pour les startups qui s'appelle le Digital Launchpad. Ouais. Et on essaie de les accompagner justement pour les permettre, ces startups qui ont du cloud finalement, qui fournissent un service de cloud, un service dans la santé par exemple, puisqu'on est labellisé santé. La vraie question pour eux, c'est comment finalement je me déploie, je suis connu de mes utilisateurs, comment j'apparais dans les moteurs de recherche, comment aujourd'hui, dans un monde où, oui, les GAFA ont pris une certaine place finalement dans la vie de tous les jours, ils occupent un espace de requête globalement, d'accès. Comment on fait pour monter un nouveau service finalement aujourd'hui? C'est quand même beaucoup plus compliqué qu'au tout début de l'Internet où il suffisait d'avoir un bon service et d'être référencé. Et on n'avait pas cette omniprésence-là, voire cette omnipotence-là derrière. Et on peut imaginer qu'un jour on soit un peu obligé en tant que start-up de se maquer, de s'adosser à un opérateur existant. On a vu des startups qui se greffaient, à une époque, il y avait sur Twitter, qui utilisaient des API de Twitter et qui commençaient à bien fonctionner, qui du jour au lendemain n'ont plus eu accès à ces API et du coup leur service est tombé. On a un acteur qui s'appelle Criteo qui se développait et tout d'un coup, par le simple fait, et là j'ai pas à commenter que Safari et Apple finalement changent ses conditions d'utilisation, casse finalement le modèle parce que effectivement aujourd'hui le navigateur Safari sur les smartphones évidemment d'Apple sont là et sont faits pour durer. Donc on voit bien qu'il y a une dépendance vis-à-vis de certains acteurs et quand on veut développer une nouvelle société aujourd'hui d'internet, moi je vois pas mal effectivement de start-up, c'est plus compliqué de savoir dans quel monde finalement on œuvre et est-ce qu'on est vraiment à marge d'égalité face à ces acteurs là quoi. D'accord. Et alors je voudrais quand même faire une remarque. Supposez d'un coup de baguette magique, tous les foyers français ont une fibre optique avec 10 gigas en débit. Il n'y a plus de problème de neutralité du net. Là, le problème n'existe plus. Alors attendez que je comprenne bien, parce que s'il y a 10 gigas, ok, du coup ça ne ralentira jamais les vitesses de connexion, mais par contre, si la neutralité du web n'existe plus, ça n'empêchera pas les fournisseurs de privilégier leurs propres offres. Par exemple, je pense à Orange qui a un accord avec Deezer, il pourrait me dire non, tu ne trouveras pas Spotify. Je ne suis pas de cet avis-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. D'un coup de baguette magique, on met une fibre optique avec énormément de débit. S'il y a énormément de débit, je ne vois pas pourquoi on va le restreindre pour tel ou tel, puisqu'il y a du débit. Ouais. Bon, vous avez par exemple en Estonie, vous avez un opérateur qui vient d'ouvrir le 10 gigas. Il n'y a pas de problème. Et en plus, en Estonie, le Wi-Fi il est gratuit. Il n'y a pas de problème. Et pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là partout? Voilà, bien une question. Vous invitez la présidente de l'Estonie dans vos émissions à BFM, elle va vous expliquer. Et puis après, vous invitez Macron, il va vous dire pourquoi on ne l'a pas.
Et vous, puisque vous êtes quand même un peu éclairé sur la question, vous avez peut-être des éléments de réponse. Moi, j'ai des éléments de réponse. C'est notre association FrenchRoad.fr, là. Ouais. Il faut appliquer la stratégie de l'Estonie, qui est quand même le pays le plus digital au monde. En Estonie, il n'y a plus de papier. Tous les services publics sont online, le dossier médical est online, ils votent online avec la blockchain et ils font une économie, ils font une économie de 2% de leur PIB par an. 2% du PIB français, ça fait combien ? 40 milliards. Je l'avais sur le bout de la langue. 40 milliards. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi ce bordel ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, si on fait rien, c'est les GAFA qui vont nous gérer, et puis les Chinois qui arrivent, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, du coup, concrètement, Xavier Perret ? On n'est pas opérateur, on a des offres d'opérateurs, mais on n'est pas tellement opérateur. Nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment, finalement, de mettre à disposition... Nous, on est dans le B2B, donc on a des startups, des entreprises, on va essayer de les accompagner pour qu'ils aient du cloud européen, pour être très clair aussi, c'est-à-dire qu'on est finalement concurrent des Américains, et puis d'un côté, et des Chinois de l'autre. Et on va essayer d'avoir une offre sur laquelle d'ailleurs ces entreprises, qu'elles soient des collectivités locales, que ce soit des hôpitaux, etc. Et une offre qui soit complètement réversible et ouverte. On est très open source par exemple chez OVH. On s'assure qu'il n'y ait pas de verrou technologique parce que derrière cette logique-là de neutralité, il y a aussi un sujet de verrou technologique. Parfois on s'aperçoit, on a un device chez soi et finalement il est verrouillé technologiquement. Quoi qu'on en dise, il est décidé par le constructeur derrière. C'est la même chose sur le cloud. Toutes ces entreprises, elles vont mettre des données à disposition. Comment on s'assure ? On est nativement comme ça que finalement elles peuvent les récupérer, elles leur appartiennent, qu'elles sont sujettes aux réglementations locales, c'est-à-dire que c'est pas simplement être hébergé en France, c'est quelque part assujetti à la vraie réglementation européenne. On a un acteur européen, donc on connaît bien ça, et finalement qu'elles soient réversibles, ouvertes, derrière. Je pense que c'est ça aussi qui peut développer le marché, l'interopérabilité finalement des clouds. On a lancé chez OVH une initiative qui marche très bien, qui a déjà plus d'une 40aine de membres, qui s'appelle l'Open Cloud Foundation par exemple, qui réunit des acteurs du cloud au sens large. Alors il se trouve qu'on y voit plutôt des Européens, pour justement s'assurer de ce côté transparent et de ce côté réversible entre finalement une entreprise qui a mis ses données dans ce cloud et qui voudrait changer de fournisseur et qui pourrait les récupérer comme un utilisateur derrière. Il pourrait vouloir récupérer ces données pour en faire ce qu'il en souhaite finalement derrière. Et qu'il y a souvent un débat autour des données personnelles derrière qui me sont personnelles que je voudrais monétiser. Peut-être que le débat est aussi derrière déjà les entreprises, comment elles récupèrent ces données, qu'elles soient neutres, la façon dont on les utilise, la façon dont on les traite et les données finalement d'une mairie, d'une collectivité qui est quand même un aspect citoyen, c'est important derrière, qu'elle ne soit pas sujet à une réglementation indirecte américaine ou chinoise ou ce qu'on veut derrière. Voilà. Moi, mes données de santé, ils sont peut-être je ne sais où, dans un serveur agréé. Je vais les récupérer. Est-ce que je peux en France ? Oui. Alors, est-ce que je peux ? À mon avis, comment est-ce qu'on récupère ces données ? En tout cas. La théorie dit peut-être oui. La réalité pragmatique, je dis peut-être pas facilement. Donc ça a un coût de récupérer ces données. Pourquoi les Toubib ou je ne sais qui ne veulent pas que je récupère mes données ? Parce qu'ils vont les monétiser à ma place. C'est une affaire de business, c'est tout. Vous le pensez aussi ? Oui, alors du coup, OVH, on est focalisé, nous. C'est-à-dire qu'on n'est que B2B. C'est-à-dire par rapport à d'autres concurrents, en particulier les GAFA, ils ont à la fois un service B2C, publicitaire ou autre, ou retailer d'ailleurs, et B2B pour fournir ces services aux entreprises. Nous, au moins, on est focalisé, on n'est que B2B. C'est sûr que les données ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aux entreprises qui peuvent le récupérer quand elles le veulent derrière. Au moins, ça clarifie le débat, ça clarifie l'écosystème. Je pense que la confusion d'un écosystème dans lequel, aujourd'hui, on a un mélange des genres, on va dire, n'aide pas. Et en plus, quand il est amené par éventuellement une réglementation qui n'est pas celle européenne en l'occurrence. Et par rapport à tout ça, ça fait que démarrer tout ce bazar. Parce qu'on a parlé ce matin avec Richard Meneveux de la blockchain, des ICO, etc. Et vous avez tout un tas d'entreprises nouvelles qui font des ICO au niveau mondial. Des ICO. Initial Coin Offering, donc pour trouver de l'argent. Il a cité, je ne sais plus l'exemple de qui a levé en 4 heures, je ne sais plus, 35 millions de dollars. Donc c'est des nouvelles formes de financement. Et vous avez ces sociétés qui se mettent en place, qui sont des sociétés mondiales et qui n'ont plus rien à faire des lois locales. Et donc vous en avez une que je suis en train d'étudier à ce moment, qui s'appelle The Genome. Moi, j'ai fait séquencer mon génome aux États-Unis, et mon génome, il est dans le cloud de Google. Et donc, Google l'a monétisé. Donc, il a gagné de l'argent avec mon génome. Et ça s'est monétisé à hauteur de millions de dollars. Elle est chère, hein ? On ne se rend pas non, compte. Non. Vous l'avez autorisé ? Je l'ai autorisé de façon anonyme. Parce que moi, je suis pour que ce truc-là serve à développer la science. D'accord, sur la point de vue anonymisé, oui. Et donc, vous en avez vous avez The Genome qui lance un ICO de je ne sais plus combien de dollars
moi je vais investir là-dedans avec la token economy et je vais monétiser mes données génomiques. D'accord. Parce que je veux gagner des sous. Parce que vous le choisissez. Ah ouais, parce qu'on vous en donne cette fois la possibilité. Et en plus, en même temps, quand un laboratoire quelconque ou des scientifiques quelconques ont besoin d'un génome d'un mec de 60 ans qui a une patte en moins, etc. Et moi, je vais leur dire d'accord, vous prenez mon truc pour faire vos recherches, etc. en intelligence artificielle. Vous payez si on crée des cohortes, vous payez, je sais pas moi, $500 par tête de pipe. Ben, moi, je vais en récupérer 250. Il y a une donnée intéressante derrière, ce que tu dis, Jean-Michel, c'est qu'en fait, tout le monde ne veut pas, comme ça, finalement, posséder son patrimoine, on va dire, numérique, mais il y a un sujet de pouvoir reprendre le contrôle de ces données. De ces données. Et les sous-jacents énormément des internautes, si vous voulez bien qu'on les prenne. D'ailleurs, vous pouvez en poser sur le hashtag SomDig18TV. Comment une communauté libre peut jouer sur des infrastructures qui sont très chères à installer ? On parle de quelles infrastructures? Bah oui, mais vous avez des choses qui existent en France où vous avez des associations qui créent eux-mêmes leur réseau fibre. D'accord. Bon, vous avez en Finlande, vous avez des Finlandais qui ont créé eux-mêmes leur réseau fibre, indépendamment de l'opérateur. Donc par ailleurs, après, il faut qu'ils se reconnectent au niveau Internet à un GIX quelconque, là, donc il faut payer l'interconnexion. Mais vous avez des gens qui sont capables de faire ça. D'abord, les Français, s'ils étaient moins idiots, ils pourraient le faire dans leur campagne. Mais maintenant, c'est permis. Il suffit de faire une déclaration à je ne sais qui en disant, ben voilà, Bio et compagnie crée à Villiers-le-Mahieu un réseau optique. On est idiot en la matière en France? Pardon? On est idiot en la matière en France? Dans plusieurs matières même. Une autre question, est-ce que la neutralité du net qui est menacée clairement donc aux États-Unis va l'être de la même façon potentiellement rapidement en France? Elle est menacée, oui. Elle est menacée en France. Légalement, c'est interdit. Mais vous savez, avec les capitalistes, il faut faire vachement gaffe. Il paraît. Ouais. Et notamment le président d'Orange, qui a les dents qui traînent par terre. Je serai content de l'entendre. Vous êtes un ancien Orange. Oui, j'ai pas d'avis sur la question. Je me doute, c'était pas la question. D'accord. Non, il faut être très prudent. Ouais. Enfin, si vous êtes pour la neutralité du net. Si vous êtes... Bon, clairement, à vous entendre, on ne peut pas être contre cette neutralité du net. Ou alors j'ai raté une... Il y a des gens qui sont un peu idiots et qui sont pour. Oui, mais du coup, si on n'a pas envie de... Je sais pas, moi je suis pour la neutralité, j'en démords pas. Oui. Bien. Xavier, je crois que vous êtes pour la neutralité aussi. Oui, personnellement, et encore une fois, dans l'angle où, comme j'accompagne des startups, je vois l'intérêt finalement d'avoir des outils à disposition qui leur permettent de se développer et d'éviter d'être dépendant finalement d'un écosystème qu'on ne maîtrise pas, qui soit opérateur éventuellement, mais qui soit aussi surtout des grands de l'Internet, qui quand même, dans la maison, si ça commence à être loqué, s'il n'y a pas d'interopérabilité, c'est difficile d'être une start-up qui construit des services autour de ça. Finalement. On parle beaucoup de start-up, mais est-ce que ça ne concerne que les start-up? Non, ça ne concerne pas que les start-up, évidemment, puisque tout le monde doit se réinventer avec le digital, et donc c'est vrai aussi pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle PME aussi, évidemment. Donc pour qui tient à l'ouverture des tuyaux sans discrimination, sans péage et sans rapport commercial tronqué? L'ouverture des tuyaux, la propriété des données, finalement. Une PME, ses données, c'est aussi sa mine d'or, même si c'est son CRM, c'est donc la façon dont elle va pouvoir l'utiliser pour capitaliser et rendre des services à ses propres clients. Finalement, c'est son asset. Voilà. Ok. Très bien. Écoutez, merci, messieurs, de vos éclairages sur ce sujet. Très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La journée n'est pas finie. On continue avec un sujet qui traitera de l'innovation au quotidien sur ce même plateau dans à peu près 10 minutes. À tout à l'heure. Bon.